Bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous Zoom et pour cette présentation organisée par le MATC Mashav, qui, comme vous le savez, est l'agence de coopération internationale israélienne. J'espère que vous m'entendez bien, que tout le monde m'entend. Vous pouvez allumer vos caméras pour le début. Voilà, super. Bonjour, bonjour Karl. Ça fait plaisir de te voir. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à tout le monde. Ouais. Vous reçoit Bonjour. très bien. Ouais. Bonjour, bonjour. Alors donc, on attend encore d'autres personnes qui vont rejoindre la conférence. Euh, mais on va quand même commencer ensemble. Donc, vous savez, le thème de cette conférence, c'est l'intégration du genre dans le développement agricole. Bonjour. Euh, Bonjour. donc voilà, c'est un sujet que va traiter Tammy Eran Soussan, qui est une spécialiste de ce sujet. Et c'est elle qui va vous faire profiter de cette présentation. Tout d'abord, nous allons accueillir donc Eyal David, qui travaille chez Bonjour Eyal, qui travaille donc pour Machar, l'agence de coopération internationale israélienne. Il a de nombreuses expériences dans les ambassades, notamment en Afrique. Et donc, il va nous parler, il va vous dire quelques mots de présentation pour vous accueillir. Et voilà, il avait envie de partager avec vous quelques mots. Donc, Eyal, c'est à toi. Je précise que ton dernier emploi était au Maroc, si je me C'est trompe ça, pas. c'est ça, merci. Et salut à tous, bonjour et shalom. Vous m'entendez bien, Shlomo? Ouais, 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 Oui, impeccable. Parfait. Alors, permettez-moi de me présenter rapidement. Je sais que la plupart d'entre vous viennent d'Afrique. Et l'Afrique, comme Shlomo a dit, a une place très spéciale dans mon cœur. J'ai récemment déménagé en Israël après avoir passé 5 ans là-bas, 3 ans en tant qu'ambassadeur adjoint d'Israël au Kenya et 2 ans en tant que chef adjoint de mission d'Israël au Maroc. Je suis ravi de vous accueillir au nom du siège de Machav, l'agence israélienne pour la coopération internationale au développement, à ces cours organisés par le Centre de formation agricole de Machav. Même si nous aurions préféré vous rencontrer en personne, la situation actuelle nous oblige à nous retrouver en ligne. Mais malgré les circonstances, je tiens à vous dire à quel point nous sommes heureux que vous ayez décidé de participer à ces cours, à ces lectures. Nous espérons tous que la situation de guerre prendra fin très bientôt et que nous aurons l'occasion de vous accueillir en Israël. Comme ça, vous pourriez voir de vos propres yeux l'incroyable progrès que nous avons réalisé ici dans le désert depuis 75 années, depuis l'indépendance de notre État. Je vous souhaite à tous bonne chance pour cet cours. Merci également au personnel du Centre de formation agricole de Machav pour l'organisation. Et surtout, j'espère avoir la chance de vous voir tous en Israël bientôt. En Hébron, on souhaite bonne journée, Yom Naïm, merci, Shalom. Merci, merci beaucoup, Eyal. C'est un plaisir de t'avoir ici. Merci. Euh, on va passer un petit film sur Machav, donc une petite présentation pour que vous compreniez un petit peu, que vous ayez plus d'informations sur l'agence donc Machav. Et après ce petit film qui est très court, on pourra commencer la conférence. Je présenterai donc Tammy, qui est là pour diriger la conférence, et on pourra commencer. Donc tout de suite, je vous diffuse un petit film de 2 minutes.
Mashav, Israel's agency for international development cooperation, was launched 60 years ago to share the know-how and technologies which provided the basis for Israel's own rapid development. Mashav aims to empower those living in poverty in a holistic and innovative way and support fellow nations and communities in their struggle to achieve sustainable development, placing people at the heart of its initiatives. Our agricultural programs use unique techniques and farming methods to increase sustainability, food security, and hunger eradication. We believe that investment in education is an investment in our future and an agent for change around the world. We coordinate Israel's official humanitarian assistance, building medical facilities and supplying medicine in the wake of earthquakes, floods, famine, and other disasters. Mashav promotes innovative entrepreneurship as a means of advancing growth and prosperity. We believe that gender equality and women's empowerment are central to reach sustainable development. Our philosophy is to leave no one behind. During 6 decades, Mashav has trained over 300,000 people from more than 140 countries and has established development projects worldwide. Mashav, Israel's Agency for International Development Cooperation, is celebrating 60 years of sharing its experience and partnering for a better world. Voilà donc la petite vidéo sur Mashav. Voilà, je vois qu'il y a du monde qui nous rejoint, c'est très bien. Alors, je voulais juste préciser, pour ceux qui ne savent pas exactement, la différence entre le MATC et Mashav. Donc Mashav, en gros, pour que vous compreniez bien, c'est l'Agence de coopération internationale israélienne pour le développement. Et en fait, le MATC dont nous faisons partie, c'est donc le centre de formation en agriculture, voilà, spécialisé dans l'agriculture, et c'est donc un centre de formation qui fait partie de Mashav. Alors maintenant, donc je vais présenter Tammy, donc qui va nous faire la conférence sur l'intégration du genre dans le développement agricole. Donc Tammy travaille au MATC. En fait, elle est responsable de tout ce qui concerne la francophonie. Donc ça va être surtout les pays africains, mais tous les pays où on parle français. Donc Tammy, elle a étudié à l'université. Elle a un master en économie et en économie du développement. Tammy a une expérience aussi au Sénégal, une longue expérience au Sénégal, donc elle connaît le terrain en Afrique notamment. Et au sein du MATC, elle organise de très nombreuses conférences sur tous les sujets qui concernent l'agriculture, mais aussi des sujets qui peuvent être en lien entre l'agriculture et le genre, par exemple, entre l'agriculture et l'enseignement, la formation, par exemple. Donc tout ce genre, toutes ces thématiques qui tournent autour du sujet de l'agriculture. Voilà, même si aujourd'hui, donc on a la chance d'avoir une conférence sur un sujet qui est quand même majeur ces derniers temps, qui est intéressant et et voilà c'est intéressant d'en parler parce que c'est actuel. Donc voilà, Tammy, je vais te laisser commencer la présentation en rappelant simplement à tous que vous pouvez laisser vos questions pendant la présentation dans le chat. Et donc vous posez vos questions dans le chat et à la fin de la présentation de Tammy, je lui poserai les questions, enfin je lui transmettrai les questions, elle essaiera de vous répondre avec le peu de temps qui lui reste après la conférence. Voilà. Donc Tammy, c'est à toi et merci encore. Merci Shlomo. Bienvenue à toutes et à tous. Ça fait plaisir. Je vois qu'il y a parmi nous aussi les anciens. Alors, vraiment, ça fait plaisir. Et à la fin de conférence, si vous voulez, restez et on peut causer un petit peu. OK, alors je vais mettre la présentation. Attends, pardon. Et donc, attendez 2 secondes. OK, רואים את זה בסדר?
Shlomo? Ken, Ken. OK. OK. Alors aujourd'hui, on va parler de genre. Et c'est un sujet, un de mes sujets préférés et un sujet très important dans le développement. Et on va partager cette conférence en trois parties. Et la première partie, c'est, on va parler qu'est-ce que c'est le genre, un peu de terminologie concernant le genre et différents termes. Et après, ensuite, on va parler pourquoi c'est important et quelles sont les raisons pour lesquelles il est important d'intégrer le genre dans le développement agricole. Et enfin, on va examiner très, très brièvement certaines des façons et les outils, les stratégies que nous avons pour faire cette intégration. Alors, et historiquement, il y a un peu de confusion dans les terminologies concernant le genre et le terme genre est souvent lancé à droite à gauche, mais souvent on ne sait pas vraiment, on ne comprend pas profondément de quoi il s'agit. Premièrement, quelle est la différence entre le sexe et le genre? Ça, c'est un terme qui peut causer la confusion. Et on va aujourd'hui en parler, que le sexe, au fait, ça fait référence aux différences biologiques et entre les hommes et les femmes, telles que les différences anatomiques, génétiques, et nous avons tous une structure similaire, mais nous avons également quelques différences, telles que les organes et de reproduction, et aussi les différents types et niveaux d'hormones dans le corps. Alors, donc, le mot sexe se réfère aux caractéristiques biologiques et physiologiques qui différencient les hommes et les femmes. OK? Le genre, en revanche, n'est pas biologique. C'est quelque chose qui parle de culturel. Il est culturel, il décrit les différents rôles qui jouent les hommes et les femmes et dans notre société. Et ces rôles ne sont pas toujours les mêmes dans les différentes sociétés dans le monde, mais la plupart des cultures attribuent des rôles spécifiques aux hommes et d'autres aux femmes. Devant vous, vous avez la définition du mot genre par l'Organisation mondiale de la santé et on va le lire. Le genre fait référence aux caractéristiques des femmes, des hommes, des filles et des garçons qui sont socialement construites. Cela inclut les normes, les comportements et les rôles associés au fait d'être une femme, un homme, une fille ou un garçon, ainsi que les relations entre eux. En tant que construction sociale, le genre varie d'une société à l'autre et peut changer avec le temps. OK? On va en revenir là. Maintenant, nous allons faire un petit court exercice. Alors, et moi, je vous demande, OK, de remplir par un mot ou deux maximum dans le chat. D'après vous, selon dans votre esprit, une vraie femme est quoi? Un mot dans le chat. OK, dans le chat, ça y est? OK. Et שלמה, תעשה משהו שתראה את ההבדל בין התשובות של homme et femme, OK? Alors, maintenant, la même chose. Un vrai homme, selon votre esprit, selon votre idée, c'est votre société. Un vrai homme, il est Alors, quoi? אתם Samy, ils ont צחצים pas, בצ'אט. pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de réponses. Faut que tu prennes le temps. טוב, אין הרבה אנשים. Alors, OK. Mais, alors maintenant, répondez femme, comme ça, un mot, homme, un mot. Comme Ouais, ça, on peut femme un mot ou différencier. homme un mot. Voilà, c'est bien comme ça. OK? Dans le chat. Dans le Merci à tous de chat, répondre. je vous donne quelques secondes pour répondre. OK, c'est bon, on peut continuer? De toute façon, on continue. Alors, e- est-ce que c'est ça que vous attendiez? Hmm.
Hmm. Ou peut-être c'est ça que vous avez imaginé, des talons hauts, une perruque, des collants. Alors ça, c'était un portrait de Louis XIV et, qui porte ses célèbres chaussures à talons hauts. Et c'est ça l'image d'un homme, un vrai homme du XVIIIe siècle en France. Regardez aussi le cours de Louis XIV. Tous les hommes sont habillés comme ça. OK? C'était les normes de cette société à une époque et un endroit géographique spécifique. Mais ces normes de genre, ils peuvent aussi renforcer certains stéréotypes. OK? Et Shlomo, est-ce que les gens, ils ont répondu un petit peu? Oui, C'est alors oui, quoi, alors, alors, c'est quoi un vrai homme? C'est quoi? alors le vrai homme, ce qui ressort le plus, c'est qu'il est courageux, C'est bien? responsable Mhm. et entreprenant. Très bien. Et pour les femmes, c'est plutôt l'idée de la procréation. Oui, ça veut dire Euh, elle est et, mère? ouais, c'est ça exactement, la fonction de mère en fait. Oui, Euh, la douceur, il y en a qui parlent de douceur. super. OK. Mm. Alors, on va voir un peu les stéréotypes féminin, masculin. Alors, les hommes, ils sont confiants, courageux. Bien sûr, ça, c'est les stéréotypes, hein? Rationnels, compétitifs, forts, ambitieux, galants. OK? Et elle est quoi? Elle est émotionnelle, elle est miséricordieuse, douce, sensible, serviable, polie. Surtout, elle est gentille et agréable. OK. Alors, ça, c'est les stéréotypes. Par exemple, on a les stéréotypes que les femmes, elles sont plus attentionnées et que les hommes sont plus forts. Ou qu'elles, les femmes, elles agissent sur l'émotion plutôt que les raisons, surtout par rapport aux hommes. Alors, la question est donc la suivante. Si elle est plus faible, si elle agit sur la base de ses émotions plutôt que sa raison, n'est-ce pas normal qu'on ne puisse pas lui confier un rôle de leadership, n'est-ce pas? Ça semble normal. Oh, si elle est douce, serviable, disponible, n'est-il tout à fait normal qu'elle choisisse d'être institutrice à la maternelle ou peut-être une secrétaire, infirmière? C'est normal. OK, et lui, quelle carrière ou profession convient à quelqu'un qui est fort, ambitieux, courageux et rationnel? Peut-être PDG ou peut-être président de la République. Alors, c'est ça un peu le problème avec les normes et les stéréotypes féminins-masculins. OK? Parce qu'on colle ces stéréotypes aux hommes, on les colle aux femmes, et ce sont les stéréotypes qui nous accompagnent au longueur de notre vie et dans notre société. Certains, certains diront que l'image d'une femme comme étant plus morale, plus pure, et meilleure, est à son avantage. En fait, dans de nombreux cas, cela signifie que fleurs délicates que nous sommes admirés et placés sur un piédestal, n'est-ce pas? Hoppa, là, nous sommes sur un piédestal. Mais attention, méfiez-vous, parce qu'un piédestal, c'est un endroit précaire et ça nécessite un équilibre incroyablement bon. Parce que qu'est-ce qui va se passer, par exemple, lorsqu'une femme devra choisir entre être mère et avoir une carrière, ou lorsqu'elle devra assumer des tâches ménagères non rémunérées, notamment la garde d'enfants, le ménage, en plus de son travail en dehors de la maison. Naturellement, une partie du rôle de nourricière
consiste à préparer et servir la nourriture. Mais qu'est-ce qui va passer il y a trop de demandes concurrentes et qui doivent être équilibrées? Ça, c'est la belle-mère. Regardez. Voilà. Ça, c'est la belle-mère qu'on rajoute aussi aux tâches ménagères. OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer alors? Bon. Dans ce cas-là, il devient clair que certaines normes de genre ne sont pas des choses imaginaires ou inoffensives, mais plutôt la cause de beaucoup d'adversité et de douleur. OK. Mais peut-être diriez-vous que les femmes naissent ainsi naturellement avec ces attributs. C'est notre nature, notre destin, et nous ne pouvons rien faire. Peut-être, parce qu'il y a certains qui disent ça. Ah, c'est votre nature. Vous êtes comme ça. Alors, en ce moment-là, on va revenir, nous, et on va regarder encore une fois la définition de genre. OK? Le genre fait référence aux caractéristiques socialement construites. Socialement construites. Et cela inclut les normes, les comportements et les rôles associés au fait d'être une femme ou un homme, une fille ou un garçon. OK? Et tant que construction sociale, le genre varie et peut changer avec le temps. Donc, c'est ça qui est le message ici. OK? Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui ne peut pas changer. Au contraire, ça peut. Chacun de nous, on a notre identité de genre. Ça, c'est notre terme qu'on va aborder et très brièvement. Alors, l'identité de genre d'une personne comporte à la fois des aspects communautaires et sociaux et individuels. Ça comprend la perception, la compréhension et l'expérience d'une personne d'elle-même et de son rôle au sein de la société. Il s'agit de leur perception intérieure de qui ils sont censés être et de la manière dont il souhaite d'interagir et interagir avec la société et le monde. OK? Maintenant, on a vu dans les dernières années, peut-être dans les dernières 20, 30 ans, on a vu des changements énormes, énormes dans la question de l'identité de genre dans la société. Et on sait que l'identité de genre de la plupart des gens correspond aussi à leur sexe biologique, ok, qui est masculin ou féminin. Mais il existe aussi des exceptions. Et dans la société plus inclusive que nous connaissons aujourd'hui, différents types d'identités de genre se manifestent. Et il y a par exemple le transgender, le neutre, le fluide, le queer. Nous n'allons pas développer aujourd'hui ces autres définitions. Mais il est important juste à comprendre que dans le monde aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un simple modèle binaire. Avant, on a parlé toujours dans la terminologie binaire, OK, homme-femme, masculin-féminin. Et aujourd'hui, c'est un peu, c'est un peu ouvert, c'est un peu autre. Ça n'a rien à voir avec l'agriculture et le développement agricole, donc on ne va pas vraiment aborder ça, mais c'était juste pour mentionner ça dans la définition de l'identité de genre. Alors maintenant, on va parler un peu de processus. Qu'est-ce qui se passe? Comment on développe cette identité, OK, dans la société? Alors, en fait, notre naissance, notre identité de genre est forgée par nos parents, nos grands-parents, cousins, nos familles, et par les écoles, et les communautés, les églises, les mosquées. Et puis, à notre tour, nous participons à transmettre tous ces mêmes messages, ou peut-être différents, ça dépend, à nos enfants. OK? Et dès la naissance, on nous dit ce que vous êtes permis, ce que vous êtes censé, ce que vous êtes encouragé, qu'on entend de vous à faire ou à être. On le voit bien dans la petite enfance avec les différentes attitudes et différentes éducations données aux enfants. De notre petite enfance, nous sommes habillés
d'une certaine manière. Par exemple, dans ma société, c'est rose pour les filles et bleu pour les garçons. OK, nous recevons certains jouets et voitures pour les garçons, poupées pour les filles. Et nous grandissons ainsi dans les rôles que la société, notre société attend de nous. Et on nous dit des choses aussi différentes aux filles et aux garçons. Par exemple, dans ma société, je parle. Peut-être dans le vote, c'est différent, mais je pense que ce n'est pas très différent. Et par exemple, aux filles, on dit, oh, tu es jolie, oh, quelle belle robe tu as à une petite bébé, une fille. Mais à un garçon, on dit, oh, tu es fort, toi, oh, tu es intelligent. On dit toujours intelligent pour les garçons, plutôt que les filles. Bon, c'est pas qu'on ne dit jamais aux filles aussi, mais toujours pour les filles, c'est plutôt comment elle est jolie, comment elle est sympathique, comment elle est belle. OK. Et aux garçons, on dit par exemple que les garçons ne pleurent pas. Oh, ne pleure pas. Les garçons ne pleurent pas. Et comme ça, ils grandissent avec cette idée qu'ils doivent être très forts de ne pas montrer leurs émotions. Et tout ça ensemble, ça s'appelle la socialisation. Et cela intensifie tout au long de notre adolescence. Et puis, nous émergeons de l'autre côté en tant qu'adultes, prêts à assumer les rôles qui nous sont assignés, n'est-ce pas? Donc, quand on demande est-ce que c'est le nature, est-ce que c'est le nature ou nurture, la socialisation, c'est peut-être il y a des choses aussi de nature, mais c'est la socialisation qui prend la plus grande partie dans le processus. Parce que, comme a dit Albert Einstein, il a dit c'est plus difficile de casser un préjugé qu'un atome. Alors, c'est le processus un double effet. Tout d'abord, nous apprenons bien nos rôles. Lorsque les enfants ne se conforment pas au rôle de genre approprié par leur culture, ils peuvent faire face à des sanctions négatives et ils peuvent être critiqués, intimidés, marginalisés, rejetés par les copains, par leur entour. Et ainsi qu'un homme ou une femme aussi ne réagit pas comme la société attend, aussi ils sont sanctionnés, punis, rejetés, ou parfois même pire, ça dépend de la société. Et regarde, il y a des sociétés où les gens qui ne conforment pas à ce qu'on attend, ils peuvent être même tués ou emprisonnés. OK? Alors, donc, la première chose, c'est un double effet, on a dit. La première chose, c'est qu'on apprend bien nos rôles. Et le deuxième, c'est que cela cimente certains préjugés dans la société, comme l'image générale et de ce qui est masculin et ce qui est féminin. Donc, tout ça, on assume nos rôles de genre. Les rôles de genre se concentrent sur les attentes des hommes et des femmes dans divers contextes, se concentrent sur ce qui est les femmes et les hommes, les différences en termes d'accès et de contrôle des ressources, on va en parler, explique aussi les relations de pouvoir et révèle la statut défavorisée des femmes dans les divers secteurs. Pourquoi j'ai dit la statut défavorisée des femmes? Pourquoi? Parce que une chose qui est presque, il y a des différences entre les différentes sociétés, d'accord, il y a des différences, mais une chose que presque toutes les sociétés humaines, ils ont en commun, c'est l'inégalité. C'est la disparité des gens. OK, et je vais vous donner, bon, d'abord, je vous montre un peu en Afrique comme exemple. Ça, c'est les données qui étaient prises de l'année 2020. Et je ne sais pas si vous pouvez vraiment le voir, c'est écrit très petit, mais je vous donne par exemple les pays qui sont ici présents. Et je sais qu'il y a le Sénégal, par exemple. Alors, si on regarde ici, cette colonne, c'est le... Oups, pardon, je reviens. C'est le salaire moyen des femmes et ça, c'est le salaire moyen des hommes. Alors, à Burundi, c'est plus ou moins pareil le salaire moyen, mais très, très faible hein, pour les deux. Mais quand on regarde, par exemple, le Sénégal, alors regardez les cartes.
C'est la 11e place en Afrique. OK? Et je sais qu'il y avait ici aussi, qui y a d'autres? Et il y a du Bénin, petit carte. Et j'ai vu qu'il y a le Madagascar, mais je ne le vois pas. Bon, OK, en tout cas, ça c'est juste pour montrer un exemple. OK? Moi, je vais vous donner l'exemple d'Israël. Nous, on a une, comment ça s'appelle, un saying, que c'est Baal Hamea ou Baal Hadea. Ça veut dire en hébreu, et celui qui a l'argent, il a l'opinion. Celui qui possède l'argent possède l'opinion, c'est-à-dire l'opinion qui compte, parce que peut-être tout le monde a une opinion, mais l'opinion qui compte, c'est l'opinion qui appartient à celui qui a l'argent. Et en Israël, et les femmes gagnent en moyenne 32% de moins que les hommes en termes de salaire global. Et global, ça veut dire que ça prend en compte aussi que, au fait, en moyenne, les femmes elles travaillent moins d'heures que les hommes. Et pourquoi? Bon, parce qu'elles prennent aussi la responsabilité de foyer. Et même les femmes qui travaillent en dehors de la maison, souvent, elles quittent le travail à temps pour recevoir les enfants quand ils reviennent de l'école ou même pour aller les chercher à la crèche ou à la maternelle et pour les amener à la maison. Donc, ça, c'est la première raison pour cet écart. OK, d'accord. La deuxième raison, peut-être, c'est que les salaires moyens dans les secteurs à prédominance féminine, comme les soins, l'éducation, l'administration, ils ont tendance d'être beaucoup moins bien rémunérés. Donc, OK, une autre explication rationnelle. D'accord. La troisième raison, c'est qu'il y a beaucoup moins de femmes, il y a beaucoup moins de femmes au poste de direction, qui sont les postes les mieux payés. Et quatrième raison, c'est que souvent les femmes ils sont ignorées lorsqu'il y a l'augmentation de salaire parce que les employeurs ils considèrent, ils ont une tendance de considérer que le salaire de l'homme, c'est pour c'est le gagne-pain de la famille et le salaire de la femme, c'est juste un petit bon compliment à avoir. OK, mais au fait, ça, c'est dans la calculation de salaire global entre les hommes et les femmes. D'accord? Mais quand on calcule pour le même travail exact, exactement le même travail, le même nombre d'heures et tout, on voit qu'il y a quand même une écart de 16% entre les hommes et les femmes. Et ça n'explique pas rien du tout. Il n'y a pas une explication pour ça. OK? Et si on regarde les données mondiales, alors dans le monde, et en général, les femmes, elles gagnent 51 centimes pour chaque dollar que les hommes, ils gagnent. Comment on peut expliquer ça? OK? Donc, ça, c'est Baal Hamea ou Baal Adea. Et ça nous met dans une piège dans le cycle de genre. OK? Parce que on parle de rôles de gens qui sont socialement déterminés de la naissance. Après, ces rôles de gens, ils influencent la répartition du travail. Le travail, donc, est évalué différemment selon qui le fait. Par exemple, pourquoi les secteurs aux prédominances féminines sont moins bien payés que les autres secteurs, par exemple. OK? Et tout ça, ça donne accès différentiel aux ressources, au pouvoir de décision, aux services, aux avantages et la valeur attribuée au travail avec cet accès au pouvoir de décision renforce les relations existantes de rôle de genre. Et ça continue et ça recommence. Et nous sommes piégés. Quand je dis que nous sommes piégés, c'est tout le monde, c'est la société. On est piégés dedans. OK? Ça, c'est un peu
et sur le genre et les différentes terminologies de genre que je voulais vous introduire. Maintenant, on va parler d'une brève histoire des femmes dans le développement, OK? Et comprendre un peu ce qui se... L'ami, on n'entend plus trop, je crois. Je sais pas si les autres entendent. OK. Vous Voilà, c'est bon. m'entendez? C'est bon. C'est bon? Ouais. OK. Alors, alors, dans les années 60, on a commencé à parler au fait de l'importance d'intégrer les femmes dans le développement. Parce on a commencé à voir dans le monde entier, dans le monde on peut dire occidental, et on a commencé à parler des droits des femmes. Et il y avait plus la compréhension comment c'est important à adresser les problèmes des femmes dans le développement. Donc, il y avait l'approche, les femmes dans le développement, OK, Women in Development. OK, ça c'était le première approche pratiquée dans le travail de développement. Et c'est là, et c'était pour le traitement des problèmes des femmes. OK, mais ça inclut l'intégration des femmes dans les économies et l'amélioration de leur statut et leur contribution au développement total. Elle examinait comment mieux intégrer les femmes dans les initiatives existantes. Pourquoi je souligne ça, initiatives existantes? Parce que c'était un des problèmes qu'il y avait avec cette approche. Parce que cette approche accepter les structures sociales existantes dans le pays bénéficiaire telles qu'elles sont et n'a pas cherché à, à, à rechercher les racines ou les causes des problèmes de l'inégalité. OK? Chercher juste à adresser certains problèmes, augmenter les revenus des femmes et augmenter la production, etc. Cette approche aussi, elle travaillait avec une idée de ce qu'on appelle le ménage unifié. C'est-à-dire que selon l'approche, un ménage représenté par le chef de ménage est une unité homogène. Ce qu'aujourd'hui, on sait que ce n'est pas exactement le cas. OK. Dans les années, et dans cette approche, les femmes, elles étaient passives. Elles prenaient pas une part active. Et là, on peut dire que c'était un peu euh, une approche un peu qui patronisait un peu les femmes dans le processus. Donc, OK, dans les années 70, changement d'approche. Au fait, si après, on- et dans les années 60, on considérait le développement comme un moyen pour faire progresser les femmes, maintenant, on a changé l'idée, on a dit non, et c'est le changement, c'est faire progresser les femmes, c'est ça qui amène le développement, OK? Le contraire un peu, si vous voulez. Et donc, cette idée-là, c'était que le développement n'était possible que grâce à la participation des femmes et qu'au lieu d'être simplement des bénéficiaires passifs et de l'aide, elles devraient être activement impliquées. Et l'approche venait avec beaucoup de force, on peut dire. C'est dans l'année 75, on a lancé la décennie de la femme des Nations Unies. Et beaucoup des gouvernements, ils ont commencé à intégrer aussi un aspect genre dans leur activité, dans les bureaux. Ils ont mis des bureaux pour charger des femmes, les bureaux chargés des femmes, etc. Le problème, le problème avec cette approche, c'est qu'elle ignorait le processus social plus large et qui affectent la vie des femmes et leur rôle
reproductive. Cette approche n'attaquait pas aux causes profondes de l'inégalité, mais elle causait beaucoup de, comment ça se dit en français, un backlash et un réaction une réaction négative dans la communauté, surtout de la part des hommes dans les différentes communautés, et qui allait parfois de la simple non-coopération, mais jusqu'à un vrai sabotage pur et simple de ces programmes que cette approche essayait de implémenter dans les différentes communautés. Donc, il fallait encore euh, réétudier la question et changer un peu l'approche. Et au milieu des années 80, on voit la naissance de notre approche, c'est le genre et développement. Alors, l'approche du genre et développement des années 80 a tenté de résoudre le problème et en utilisant une analyse genre pour développer une vision plus large de la situation. Et il se concentre davantage sur les relations entre les hommes et les femmes, au sein de la famille, au sein de la communauté, et sur la manière aussi dont les hommes et les femmes participent dans le processus du développement, plutôt que de se concentrer uniquement sur le problème des femmes. Et donc, ça, c'était le changement dans les années 80, une approche qui dit que nous sommes ensemble dans ça. Et contrairement au modèle du ménage uni, le ménage était en réalité une arène de négociation, coopération, conflit, et reflétant les normes sociales, les lois et les valeurs de la société, les différents statuts entre les hommes et les femmes, etc. Donc, tout ça, ça a l'implication sur la manière dont ils participent dans le processus ou dans le projet ou dans le programme ou en général dans leur vie et dans le travail marchand et la vie communautaire, etc. Ces différences incarnent les relations sociales et de pouvoir qui fournit le cadre de mise en œuvre des programmes de développement. Et ces différences aussi influencent aussi les résultats de ces programmes. Et donc, c'est la- le genre et développement. Et je crois en 1995, et la conférence internationale de Pékin sur la condition de la femme a diffusé cette approche et ça est devenu vraiment l'approche qu'on utilise jusqu'à présent avec certains changements, certains ajustements. OK, donc je ne vais pas trop attendre sur ça, mais les différences entre ça, c'est qu'au lieu de cibler juste les femmes, on cible les hommes et les femmes dans la société et les relations entre eux. OK, alors il y a quelques termes issus de l'approche genre et développement que j'aimerais vous présenter, et surtout la question des rôles et les besoins et l'autonomisation des femmes. OK, donc on commence avec les rôles et d'après cette approche, il y a les trois rôles qu'on doit regarder dans la société des hommes et des femmes. Il y a les rôles reproductifs. Ça, c'est tout ce qui concerne la naissance et les soins des enfants, les tâches domestiques et le soutien à la main-d'œuvre et soins aux personnes âgées. Et ces activités sont à la base du développement économique et productif des sociétés. Et quand on parle des rôles reproductifs, la plupart du temps, on parle de la rôle de la femme parce que le rôle de l'homme, elle est rien à faire, elle est courte là-dedans. Alors, c'est-à-dire physiquement, hein, pas en vérité. OK? Et quand il parle, la deuxième rôle, c'est le rôle productif. Et le rôle productif, c'est le rôle, quand on parle de ça, on parle des rôles en échange des revenus. Production pour le marché, ou même travail domestique, mais qui a une valeur utilitaire, c'est-à-dire reconnue. OK? Les activités productives sont rémunératrices et génératrices de revenus. Après, il y a le rôle communautaire et politique. OK? Et pour les femmes, la gestion des ressources collectives, et c'est souvent un travail bénévole. Pour les hommes, les rôles politiques sont souvent rémunérés.
et leur confère, et si ça ne leur donne pas les revenus directs, ça leur donne souvent au moins le prestige. OK? Donc, ce rôle-là aussi, ça comprend les activités informelles et contributions volontaires à la vie sociale des communautés, la volontariat communautaire et activités culturelles comme les fêtes et tout ça. Et on sait que tout ça, c'est pourquoi on en parle de ça. On va en voir, mais c'est un peu quelque chose que dans l'approche, il faut étudier et voir pour pouvoir comprendre la communauté et la société et qui va bénéficier là où on veut mettre notre programme. OK? Et le deuxième terme, c'est les besoins. Les besoins. OK, là, vous voyez ici, il y a l'agent de développement qui vient au village et il s'assoit pour parler d'un projet qu'il veut mettre en place sur l'eau. Et il n'y a que les hommes autour de lui. Et il demande pourquoi, où sont les femmes? Et il dit non, les femmes, elles sont trop occupées pour assister à cette discussion. Voilà. Et alors, OK, les besoins. On parle de deux sortes et lutter contre les inégalités entre hommes et femmes dans le cadre d'un programme de développement. Afin de promouvoir le changement, les agents de développement doivent prendre en compte les besoins des femmes et des hommes à deux niveaux. OK? Donc, les besoins pratiques, c'est identifié dans le cadre des rôles socialement acceptés, de nature concrète et souvent liés à des conditions de vie inadéquates. OK? Il s'agit par exemple d'améliorer les conditions de vie en termes d'accès aux soins de santé, logement, et à la mobilité, aux ressources naturelles, et revenus, etc., garde d'enfants, etc. OK? Mais les besoins stratégiques, par contre, sont les besoins que les femmes identifient en raison de leur position subordonnée. C'est la division du genre dans le travail, la structure de pouvoir et le contrôle. Il s'agit par exemple aux besoins liés aux droits civiques, aux droits reproductifs, à la violence domestique et à l'égalité salariale, etc. Et ces besoins impliquent un changement de rôle. Les besoins stratégiques se mesurent en termes de statut social et l'égalité, et gestion de patrimoine, succession, contrôle des ressources, des droits, participation aux décisions, etc. Maintenant, si les besoins pratiques peuvent généralement être satisfaits par les contributions matérielles, leur satisfaction ne modifie pas nécessairement les situations d'inégalité. Donc, ça peut aider la personne, ça peut aider leur vie, mais ça n'a pas nécessairement un effet sur l'inégalité entre les hommes et les femmes dans la société. Par exemple, si on fait accès, accès facilité d'un point d'eau, ça peut répondre aux besoins pratiques. Mais si on veut vraiment répondre aux besoins stratégiques, on peut aller, euh, aller plus loin et, par exemple, mettre en place une association d'utilisateurs d'eau et mettre dans cette association les femmes qui auront un rôle important et même peut-être que c'est elles qui le dirigent. En plus, ça peut être par exemple par une formation qui donne à une femme la connaissance comment réparer la pompe. Et quand il y aura un problème de pompe, cet rôle lui donnera une prestige dans la communauté, une rôle d'importance et stratégique. OK? Les avancées pour répondre aux besoins stratégiques des femmes, égalité des rémunérations, réduction des violences, représentation politique, etc., ça constitue la base de la réduction des inégalités. Donc, c'est quand on a un projet, il faut regarder bien ces deux besoins et comment on répond à ces deux besoins dans la société. OK? Alors, le troisième terme que je voudrais aborder dans l'approche genre et développement, c'est l'autonomisation des femmes et des filles. Alors, l'autonomisation des femmes, ça peut être défini comme la promotion de leur estime de soi,
de leur capacité à déterminer leur propre choix et de leur droit d'influencer aussi le changement social et pour elles-mêmes ou aussi pour les autres. Et ça, c'est très important. OK. Le dernier terme, ça, ce n'est pas seulement dans le genre d'événement, c'est en général dans le genre, c'est le terme sensibilité au genre. OK? Et sensibilité aux gens, c'est la capacité de reconnaître et de mettre en évidence les différences, les problèmes et les inégalités entre les sexes existants et de leur prendre en compte dans la conception et la mise en œuvre des stratégies et d'actions. OK? Et donc, c'est quelque chose qui exigeait beaucoup juste de ce qu'on appelle le common sense, le sens commun. OK? Pas, euh, mais c'est d'être toujours avec les yeux ouverts. Qu'est-ce qui se passe, point de vue genre, dans mon projet, mon programme, et ma structure, etc. OK. Ça, c'était tout ce qui concerne tout ce qui concerne la question de quel est le genre. Mais maintenant, je voudrais poser la question, pourquoi devrions-nous intégrer les considérations des gens dans le projet de développement agricole? OK, pourquoi c'est important? Et la réponse, c'est parce que nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté et la faim sans nous attaquer aux inégalités entre les sexes et aux besoins des femmes dans notre société. Aussi, nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté et la faim sans nous attaquer à l'agriculture. Ainsi que pour lutter contre la pauvreté et la faim, nous devons aborder à la fois le développement agricole et l'égalité, et les deux sont étroitement liés. OK, ça c'est très simple, c'est très important, c'est la base. Et aussi, parce que nous souhaitons vivre dans un monde meilleur, un monde avec l'égalité, la justice sociale, etc. Et donc, comment faire un meilleur monde? OK. Alors, le rapport sur le développement humain en Afrique du programme des Nations Unies pour le développement affirme que réduire l'écart entre les sexes serait une aubaine pour la perspective économique et sociale de l'Afrique. Le rapport révèle que la discrimination économique et sociale à l'égard des femmes coûte à l'Afrique plus que 105 milliards de dollars par an. C'est 6% de produit intérieur brut, donc de PIB. Donc, imaginez ce que ça coûte à l'Afrique de ne pas adresser ce problème d'inégalité. OK? Et quand on parle de notre mission, vous connaissez, j'espère, les objectifs de développement durable? Alors, je vais juste vous dire, c'est dans l'année 2000, le monde entier se réunit sous l'égide, bien sûr, des Nations Unies et pour choisir les 8 objectifs de Millennium et l'objectif de développement de Millennium. Et c'était les objectifs que tout le monde, les pays donateurs et les pays bénéficiants, travaillaient ensemble pour accomplir jusqu'à 2015. Et à 2015, bien sûr, on n'a pas réussi de bien compléter l'objectif, mais on se réunit une deuxième fois et on a adopté le 17 objectifs de développement durable. OK? C'était un peu l'idée que les premiers 8 ne prenaient pas assez en compte tout ce qui est le changement climatique, l'environnement et aussi l'interaction entre les différents objectifs. Et donc, on est arrivé du 8 qu'on n'a pas réussi à accomplir à 17 qu'on n'arrive pas à accomplir. Mais ce que je veux dire sur le genre, c'est que l'égalité et les répartitions équitables des ressources, ils ont des effets multiplicateurs positifs sur les autres objectifs. C'est-à-dire que si on parle de réduction de pauvreté ou combattre le faim
ou le bonne santé maternelle. Et on est en train de parler vraiment des choses qui quand on rajoute les aspects genre, on peut avoir les multiplicateurs positifs sur les effets. OK? Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans le développement. OK? Et quelques statistiques aussi. 50% des agriculteurs sont des agricultrices, au fait. 70% des femmes économiquement actives travaillent dans les pays en développement, travaillent dans l'agriculture. 90% de la transformation, battage, séchage, etc., est faite par les femmes. 60% de la commercialisation et 80% des effectifs pour le transport et le stockage. Donc, si on regarde toutes ces données, en Asie du Sud et du Sud-Est, 90% du travail pour cultiver le riz est effectué par les femmes. On a quelque chose dans le monde, on a la féminisation de la pauvreté, où les femmes elles effectuent à peu près 2 tiers du travail mondial, mais ne gagnent que à peu près 10% du revenu mondial. Et si on regarde aussi quelques autres données, on regarde qu'en Afrique subsaharienne, les femmes ne représentent que 20% de tous les propriétaires fonciers et ne possèdent que 1% des terres. Et les femmes ne reçoivent que à peu près 5% de tous les services de vulgarisation agricole dans le monde. Et les femmes travaillent en moyenne 20 heures de plus que les hommes par semaine. C'est à peu près 2,8 heures par jour de plus. Les femmes reçoivent moins de 10% de crédits disponibles par rapport aux petits exploitants et masculins. Et 2 tiers des personnes analphabètes dans le monde sont les femmes. Et à peu près une tiers des femmes en Afrique sont anémiques. Et la mortalité maternelle en Afrique subsaharienne est la plus élevée au monde. Mais 30% des ménages sont dirigés par des femmes. OK, toutes ces données, c'est juste pour montrer pourquoi c'est tellement important d'intégrer les aspects genre dans le développement. Et on va encore regarder quelles sont un peu des disparités. Les disparités sont sur le contrôle, sur l'accès aux ressources, les revenus insuffisants pour sortir de la pauvreté, moins d'avantages aux protections dans le cadre de systèmes juridiques officiels ou coutumiers, manque de pouvoir de décision, contrainte de temps plus important, on a dit ça, et l'isolement social qu'il y a souvent, les menaces ou les actes de violence et la vulnérabilité au changement climatique. Et sur le changement climatique, je voudrais juste dire quelques mots parce que c'est très important et ça devient de plus en plus important. Et les femmes, elles représentent 20 millions de 26 millions de personnes qui étaient déplacées à cause du changement climatique entre les années 2010 et 2015, par exemple. Les femmes sont souvent beaucoup plus durement touchées lors de catastrophes. OK? Par exemple, le cyclone de 91 de Bangladesh et le, euh, le tsunami à 2004 à Sri Lanka, le tremblement de terre à 2010 et après à 2020 et en Haïti, les femmes étaient 5 fois plus touchées que les hommes. Et si on parle par exemple à Bangladesh, par exemple, les femmes là-bas, et à cause du salinisation de l'eau potable, et les femmes doivent marcher jusqu'à 10 km par jour pour aller chercher l'eau. C'est juste un exemple. OK? Et en Haïti, et suite à ces tremblements de terre, la violence basée sur le genre et aussi surtout les violences sexuelles a triplé en Haïti en 2010 et encore à 2020. Donc, tout ça, c'est pour dire que les femmes, elles sont beaucoup plus vulnérables et beaucoup plus touchées. OK? Alors,
malgré ça, c'est les femmes qui assurent la sécurité alimentaire et nutritionnelle à leur famille. Par exemple, les femmes, par rapport aux hommes, dépensent davantage pour nourrir la famille et les revenus des femmes sont beaucoup plus fortement associés à la santé et nutrition d'enfants. Regardez ça. OK, c'est en anglais, mais je veux juste le lire comme ça en français. C'est qu'une augmentation de revenus d'une femme de 10 dollars permet d'obtenir les mêmes améliorations en matière de nutrition et santé des enfants qu'une augmentation des revenus d'un homme de 110 dollars. Je laisse une minute que vous regardez ça et que vous comprenez ça. Si vous êtes les agents de développement, si vous êtes les personnes qui sont chargées de la mise en œuvre des projets dans les communautés, imaginez les efforts que vous devez faire pour augmenter les revenus des hommes par 110 dollars et tout ça pour avoir peut-être les mêmes effets que vous pouvez avoir dans votre programme si vous augmentez les revenus des femmes dans la communauté par 10 dollars. OK? Donc, ça, c'est très important à savoir. Alors, pourquoi intégrer les gens? Alors, parce que les normes de genre, ils constituent une contrainte majeure à la productivité. Et si on intègre le genre, on peut augmenter la durabilité de notre programme par 16%, on peut augmenter les rendements 20 à 30% et on peut réduire le fin 12 à 17%. Les projets qui n'anticipent pas les dimensions uniques de la pauvreté des femmes ou n'identifient pas les contraintes à la pleine participation des femmes ne parviendront probablement pas à atteindre leurs objectifs. OK? Ou parfois, ils vont atteindre les objectifs pas du tout attendus. OK? Alors ça, c'est les raisons pourquoi c'est important. Et je pense que c'est clair que c'est important. Et maintenant, on va parler un peu comment. Et c'est brièvement, OK? Mais on commence par par d'abord à regarder, examiner quelles sont les principales contraintes pour les femmes dans l'agriculture. OK? Et donc, la plus grande contrainte, c'est que les normes de genre provoquent des inégalités dans la répartition des ressources. Et, pardon, excusez-moi. OK? Et il s'agit surtout de la terre, l'eau, les intrants, la vulgarisation, et travail, le crédit, etc. Donc, tout ça, c'est quelque chose que dans le programme, on doit veiller et voir quelle est la situation et comment résoudre ça. Alors, quelles sont les stratégies que nous pouvons employer? OK, donc pour le terre, maintenant, je ne vais pas parler de tous ces différentes contraintes. J'avais choisi juste quelques-uns parce que le temps est trop court. Mais on peut parler vraiment, et on peut faire 10 conférences pareilles, juste parler de différentes contraintes et différentes stratégies dans le programme, stratégies et outils. Mais aujourd'hui, on va en toucher juste quelques-uns. OK? Donc, la faiblesse des droits fonciers, ça, c'est un des plus grandes contraintes et la contrainte la plus importante et qui limite la capacité des femmes à bénéficier du développement agricole. OK? De nombreux pays, ils ont réformé leurs lois foncières et ils ont adopté davantage les lois pour tenter de garantir l'égalité. Et je peux donner quelques exemples. La Tanzanie et la Philippine, ils ont modifié leurs lois foncières pour inclure les garanties explicites et pour permettre aux femmes à posséder la terre pleinement, d'hériter, d'acheter, etc. Mais malheureusement, dans de nombreux endroits, le droit ou le droit coutumier prévaut encore et il est presque toujours dominé par les hommes. Parfois, ils sont les hommes avec les bonnes intentions, parfois ils font des bonnes décisions, mais souvent la balance, elle est sur le côté de création encore de disparités sur le foncier et sur le droit de cultivation
et des hommes par rapport aux des femmes. OK? Et donc, OK, ça c'est le terre. On va pas. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais raccourcir un peu. Sur l'eau aussi, et les femmes sont les principales utilisatrices de l'eau, mais souvent, et elles n'ont pas les mêmes droits. Aussi, la dégradation, la sécheresse touche au moins 169 pays et parfois, et avec la désertification, et il y a les ressources d'eau, les sources d'eau qui sèchent et les femmes qui doivent marcher de plus en plus dans les distances pour chercher l'eau. Et ça, c'est quelque chose. On dit que, par exemple, en Érythrée, c'est juste un exemple, et que les femmes la durée du travail des femmes dépasse celle des hommes jusqu'à 30 heures par semaine à cause d'augmentation de temps pour collectionner l'eau et le bois. OK? Alors, les stratégies clés et pour l'eau, c'est aussi d'assurer les droits, à point, bien sûr, mais aussi de créer les associations d'utilisateurs d'eau et aussi quelque chose duquel moi je crois beaucoup, c'est d'introduire l'irrigation. L'irrigation goutte à goutte, les systèmes d'irrigation, les technologies d'irrigation, et ça joue aussi sur le travail. Et si vous regardez ici, vous voyez le photo d'Ao et cette femme, elle va passer des heures pour arroser ses plantes et tant que le champ que vous voyez en bas, et c'est le système d'irrigation qui va le faire automatiquement et libérer la personne, l'agriculteur, ou dans ce cas-là, l'agricultrice, et pour faire autre chose. OK? Et sur les intrants aussi et les technologies, et souvent les femmes, elles ont accès limité, ou souvent l'information ne passe pas, ou que parfois les technologies ne sont pas adaptées aux femmes. Et, par exemple, les houées longues ou courtes, les sacs d'engrais qui sont un petit peu plus légères. Et par exemple aussi comme une brouette, qui est une brouette, ça peut réduire de 60% le temps consacré pour transporter, mais son poids est tellement encombrant que souvent les femmes, elles ne peuvent même pas utiliser. Donc, il faut faire un qui est plus adapté aux femmes, par exemple avec deux roues et plus petit et plus légère. C'est juste un exemple. OK? Et quand il s'agit aussi des intrants, il faut impliquer les femmes dans tous les niveaux dans l'établissement des priorités de recherche et à la recherche. Et je donne un exemple de Rwanda, qui est un programme participatif et de sélection d'haricots. Et les variétés qui étaient sélectionnées par les agricultrices produisaient jusqu'à 30% de plus que celles de l'entreprise sémencière et ils ont produit mieux que les mélanges locaux et 64 jusqu'à 89% de temps. Et c'est pourquoi? Parce que naturellement, une agricultrice rwandaise, elle peut tester 75 jusqu'à 100 variétés au cours de sa vie. Et c'est quelque chose, donc elle a la connaissance naturelle. Donc, mieux même que les sociétés de semences. Et dans la vulgarisation, que ça c'est un autre domaine que je prends vraiment, vraiment au cœur. Et il y a beaucoup de contraintes et souvent on voit, peut-être vous avez vu ça, que l'agent de vulgarisation arrive dans le ferme et il parle naturellement, il parle avec le mari. Et parfois, c'est pas le mari qui doit et qui est chargé de cette tâche agricole spécifique de laquelle il s'agit. Et donc,
Et il faut vraiment adapter et mettre la lumière sur les problèmes liés à la vulgarisation. OK? Aussi, il y a une différente manière que les femmes reçoivent et traitent l'information et les agents de vulgarisation, ils doivent comprendre ça. Donc, la stratégie clé, c'est bien sûr qu'il faut avoir plus de personnel femmes au service de vulgarisation. Et il faut former les agents hommes comment travailler aussi avec les femmes. Et s'il y a les cas où les femmes, elles sont analphabètes ou moins instruites, alors donc il faut savoir s'il faut aussi adapter les messages de vulgarisation si c'est nécessaire et créer les champs écoles paysans et changer l'apprentissage à une expérience et d'apprentissage expérientiel. Et il faut vérifier que la vulgarisation arrive directement aux femmes aussi, il faut assurer ça. Et aussi, il faut utiliser les réseaux sociaux pour diffuser les informations et établir les liens avec les groupes comme les groupes religieux ou communautaires auxquels les femmes elles ont confiance. Surtout quand il s'agit aujourd'hui de la vulgarisation, de la transmission des connaissances et des informations, c'est ça l'avenir, c'est ça l'avenir. Alors, c'est l'avenir pour la vulgarisation, c'est aussi pour le transfert de technologies et pour transmettre les informations, pour informer sur les différentes opportunités, pour créer les communautés qui sont les communautés en dehors de la communauté et médias dans le village et pour et donner aussi l'entraide et aussi accès au marché et meilleures pratiques agricoles. Vraiment, tout est ouvert et ça, c'est le smartphone, c'est le téléphone cellulaire, la communication cellulaire et l'Internet. OK? Et ça, c'est quelque chose qui permet surtout aux femmes d'accéder aux opportunités qu'elles n'avaient pas avant. Et cette photo que vous voyez ici, c'est une photo de True Trade. C'est quelque chose qui est actif au Kenya et Ouganda. Et ils ont deux très grands avantages. Un, c'est la recherche de marché et partage des détails sur les prix. Donc, les femmes, elles peuvent s'informer exactement quels sont les prix, où sont les meilleurs prix, et elles peuvent prendre leurs décisions par rapport à ces informations qu'elles reçoivent. Et la deuxième application aussi, c'est pour la protection des végétaux, les programmes qui aident à identifier et traiter les différents dégâts. OK. Donc, ça, c'est sur les stratégies sur quelques contraintes en général, mais en spécifique, mais en général, ce qu'on appelle ça, tout cela, ce qui est nécessaire, c'est ce qu'on appelle le gender mainstreaming. OK? L'intégration de la dimension de genre, c'est une approche d'élaboration des politiques qui prend en compte les intérêts et les préoccupations des hommes et des femmes à tous les niveaux, de toutes les étapes par tous les acteurs. Et ça, c'est gender mainstreaming. C'est très important. Et pour le faire, il faut se balader dans le monde jour après jour avec les lunettes genre. OK? Quand vous avez les lunettes genre, vous regardez tout avec une certaine point de vue critique concernant la situation qui vous permet à évaluer la situation et de prendre des mesures nécessaires. OK? D'abord, et avant qu'on parle aussi des outils, alors on a parlé un peu de stratégie, maintenant je vais vous introduire deux, trois outils spécifiques, mais avant de parler de ça, il y a un autre terme qu'il faut vraiment en parler, c'est la différence entre les égalités et les équités. OK? Vous vous rappelez que notre objectif c'est de garantir que les hommes et les femmes bénéficient de manière égale du développement. Mais vous avez peut-être remarqué que dans tout cet exposé, je fais référence tout le temps des femmes et les femmes et les femmes et les femmes. Et pourquoi? Parce que notre point de départ n'est pas pareil, notre situation actuelle n'est pas pareille. Et quand on veut mettre un programme ou un projet, il faut regarder quel est le point de départ de tout le monde. Donc,
quelle est la différence entre les égalités et les équités? Alors, sur le côté gauche, vous voyez l'égalité. L'égalité, c'est qu'on donne à tout le monde la même chose et c'est l'égalité. Mais est-ce que les résultats sont égaux? Est-ce on arrive à créer une vraie égalité? Non, c'est pour ça qu'on parle aussi de l'équité. Dans l'équité, ce qu'on fait, c'est on uniformise les règles de jeu en créant les conditions nécessaires pour parvenir à l'égalité de genre. Et c'est ce que nous devons faire à chaque étape. OK? Et ça, c'est la même chose. C'est parler de la différence entre l'égalité sur la gauche et l'équité sur le droit, que tout le monde puisse bénéficier du même titre. OK. Alors, quand on parle de cycle d'intégration de genre de cycle de projet, alors ici, vous voyez les 4 étapes dans le cycle de projet et comment on doit faire pour introduire le genre dedans. OK? Le genre doit être pris en compte à chaque étape, à chaque moment. Alors, avant de mettre en place le projet, on doit faire une évaluation de besoins et ça doit inclure aussi une analyse de genre sur la population cible. OK? Et une fois qu'on parle de la planification et la conception, là, on doit établir, suivant les résultats de notre analyse de genre, un budget qui est sensible au genre. Et ça, c'est très important parce que si on ne fait pas au moment de la planification, après, c'est très difficile de revenir en arrière et introduire les différents besoins et ultérieurement. OK. Après, dans la mise en œuvre, on parle de le renforcement des capacités et de notre équipe même et le renforcement des capacités aussi des bénéficiaires, c'est les gens qui bénéficient de notre population cible. Aussi, on travaille sur la même chose sur la sensibilisation. OK. Renforcement de capacités et sensibilisation sur l'aspect genre. OK. Et après, quand on est dans la mise en œuvre, avant qu'on fait le suivi et évaluation, on fait encore une autre analyse de genre. Une deuxième fois, une analyse, on rentre sur le terrain, on fait une autre analyse de genre et ça doit rentrer dans le suivi et évaluation avec les données que nous avons cueillies et les conclusions. Est-ce qu'il faut revenir encore pour la deuxième étape sur la planification et conception, rebudgétiser avec le programme et revenir dans la mise en œuvre pour si c'est la deuxième étape ou la continuation du programme. Bien sûr que tout ça, c'est vraiment très, très brièvement. Alors je parlais d'analyse de genre, et qu'est-ce que c'est une analyse de genre? OK? Donc, une analyse de genre, c'est une étude critique et qu'on rentre dans la communauté et ça doit nous montrer qui fait quoi, qui contrôle quoi, qui décide, qui gagne, qui perd. Ici, il y a quelqu'un qui perd. Et quelle est l'influence relative des femmes et des hommes et dans leur foyer même, dans leur communauté, dans le marché, dans la société, etc. Et moi, j'aime dire qu'une analyse de genre, c'est plus qu'une intuition. OK? On peut dire de façon intuitive qu'il y a une inégalité. On peut dire que je vois que dans cette communauté, il y a mais quoi? Il faut le mesurer. Il faut le mesurer, il faut comprendre, il faut rentrer dedans et le détailler. C'est important. L'intuition, ce n'est pas assez. Juste de savoir qu'il y a une certaine inégalité, ça ne nous donne pas les outils pour rectifier tout cela. OK? Alors, donc, ce n'est pas exactement science, mais c'est entre les deux. OK? C'est plus qu'intuition, un peu moins que science. OK? Et voilà. Donc, on a une boîte d'outils pour l'analyse de genre, il y a beaucoup de différents méthodes, il y a beaucoup de différents outils qu'on peut utiliser. J'ai mis en bleu les choses qui sont un peu
les activités et de la sensibilisation, l'observation, l'interview, les discussions en groupe, et qui sont les choses que l'agent il peut faire et- avec ses propres moyens, un peu. OK? Et ça, c'est la deuxième chose, c'est l'analyse de besoins. OK? Et ça, c'est vraiment comme on a dit, il y a identifier les besoins pratiques et stratégiques des hommes et des femmes et quelles sont les contraintes, mais quelles sont aussi les opportunités. OK? Et quand on peut faire ça, ça nous aide à concevoir une intervention qui répondra vraiment aux besoins des deux dans la société. OK? Et ça, c'est juste un exemple d'une fiche qu'on utilise pour comprendre et pour connaître les personnes avec qui nous avons affaire. C'est de comprendre un peu comment la journée de la femme à quoi ça ressemble, la journée de l'homme, à quoi ça ressemble. Est-ce que ils peuvent, dans les conditions actuelles, participer dans les interventions, dans le programme que nous avons pensé à mettre pour cette communauté? Et sinon, il faut euh, réanalyse ou qu'on réfléchit à nouveau à ce qu'on veut faire. Et ça aussi pour les ressources qui existent, et qui a accès, qui a contrôle, etc. Donc, voilà. Je vous montre juste un exemple d'une matrice d'analyse de genre qui était faite pour un projet d'approvisionnement d'eau en Équateur. On a, on peut voir, on a pris les femmes, les hommes, les ménages et la communauté. Après, on a regardé comment ça influence leur travail, leur temps, leurs ressources et leur culture. Et là, on peut voir qu'au fait, à chaque fois que vous voyez plus, ça c'est un avantage, mais il y a certains désavantages aussi, et je vais raccourcir juste pour vous dire qu'on a aperçu en faisant ça que les femmes, elles peuvent moins interagir les unes avec les autres, et malgré tous les avantages qu'il y avait, elles étaient moins heureuses et il fallait réfléchir comment leur donner aussi parce que le temps qu'elle prenait pour aller chercher l'eau, c'était un temps très important pour elle socialement aussi. Donc, voilà, ça c'est juste pour dire pourquoi il faut détailler, pourquoi il faut aller. OK, on arrive à la fin et j'ai dit qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui. Alors, on a parlé de ce qui est le genre, on a parlé du fait que le genre est socialement construit et on a parlé un peu de terminologie de genre, le sexe, le genre, le stéréotype, et les normes, l'identité de genre, les rôles. Et socialisation et comment nous sommes conditionnés au rôle que la société nous désigne, et le cycle de genre et comment les disparités se forment et se perpétuent dans la société. Nous avons terminé les définitions avec l'idée de la sensibilité au genre qui est très important. Et on a parlé de différentes approches des femmes dans le développement et on a atteint que le genre et le développement est l'approche qu'on utilise aujourd'hui et que qui adresse les différents rôles selon l'approche besoins pratiques, stratégiques, l'autonomisation des femmes et des filles. On a parlé un peu pourquoi c'est important d'intégrer, on a abordé quelques statistiques qui montrent l'inégalité et l'importance. Et on a parlé de la justice et l'impact sur le développement et le besoin et de participer ou de bénéficier de façon égale du développement. Et finalement, on a parlé de quelques outils, quelques stratégies pour aborder les différentes contraintes que les femmes elles ont dans l'agriculture. Alors ça, c'est un peu ce qu'on a fait dans cette petite conférence et l'heure qu'on est ensemble. Et le chemin, il est long.
Mais un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Et moi, je vous demande de faire ce pas. Et le premier pas, c'est de savoir poser les bonnes questions en développement dans vos projets, dans vos activités, dans vos organisations, les questions fondamentales et quels sont les différents rôles, les enjeux, comment le projet pourrait affecter différemment les hommes et les femmes, et est-ce que les hommes et les femmes ils peuvent réellement participer, comment cette participation va impacter le programme, comment ça va affecter leur vie et comment ça peut contribuer à l'égalité entre hommes et femmes et la réduction des disparités. Voilà. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Et s'il y a des questions, je crois qu'on a quelques minutes en plus pour les poser. Merci beaucoup, Tammy. C'était vraiment passionnant comme d'habitude. Il y a eu pas mal de questions, de réactions. Donc, je vais faire un petit résumé. Je vais essayer de synthétiser un peu tout ça. Voir si tu peux nous répondre. Super. Il y a une question très importante qui est sur le comment intégrer dans les projets de développement, par exemple les agences de développement qui mènent des projets en Afrique, etc. De quelle manière intégrer le côté justement égalité des genres, etc. dans ces projets-là en fait. OK. Donc, je pense que j'ai essayé d'aborder ça un petit peu, mais je vais dire deux choses. Et on Il y a, a trois, quatre questions. Hein. comment? Il y a trois, quatre questions, je dis. OK. Donc, et d'abord, on va dire qu'est-ce que l'intégration de gens n'inclut pas? D'abord, ce n'est pas une recette qu'on dit rajoute les femmes et remuer. OK, ça c'est sûr. Et souvent, à cause du pression qui vient dans les différents agents de développement, et c'est quelque chose que je sais, ça existe. Alors, les gens, ils se sentent obligés d'adresser la question genre dans leur programme, dans leur projet, mais ils ne le font pas de façon réelle. C'est-à-dire, ils disent, OK, on va choisir 50% des bénéficiaires seront les femmes. Super, c'est un premier pas. Peut-être bien, peut-être non. Je vais vous juste donner une idée. Imaginez que vous allez dans une communauté et vous allez dire maintenant, voilà, on va faire un projet sur l'entrepreneuriat agricole et vous serez tous les entrepreneurs et on va créer des business. OK, ça vous intéresse? Bon, est-ce que les femmes d'abord, elles ont le temps de participer réellement? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va prendre un peu de leur tâche et de leur charge journalier pour leur permettre, au fait, de participer? Ça, c'est une question. Et disons que, OK, d'accord, le projet, il adresse ça et il y a quelqu'un, il y a une solution pour ça. Super, OK. Mais est-ce que après, si le projet il réussit, est-ce que c'est elles qui ont le contrôle sur le revenu? Il y a des différentes structures sociales. Parfois, il y a des communautés, il y a des cultures où les femmes, même si elles travaillent, même si elles réussissent dans votre projet, elles vont pas avoir le contrôle. Donc, je pense que ma réponse est regardez bien sont les réalités. Regardez bien qui contrôle quoi, qui va contrôler quoi. Et le plus important, c'est quelque chose que je m'excuse parce que j'ai oublié de le dire. Il faut engager les hommes et les femmes dans la communauté. Il faut engager les hommes de travailler, de vouloir travailler pour atteindre l'égalité aussi. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas se sentir menacés par ça. Moi, je sais que souvent en Afrique, les endroits où j'étais,
les hommes, ils en ont marre d'entendre genre. Ça leur fait une allergie presque. Mais le problème, pourquoi? Parce que c'est mal utilisé. Parce qu'au lieu de voir les avantages qu'il y a pour eux, pour leurs femmes, pour leurs enfants, pour la société, ils se sont menacés. Ça, c'est vraiment old-fashioned. Ça, c'est des années 70. Il faut arrêter avec ça. Il faut expliquer que genre, c'est vraiment à permettre les hommes et les femmes à bénéficier du développement. Et ça, c'est un travail de sensibilisation. Et ça, c'est aussi pour que ça réussisse, il faut engager la coopération de nos hommes. Ça, c'est primordial. J'espère que ça a répondu aux questions. Oui, oui, ça a complètement répondu. Merci beaucoup. Alors, il y a une question là, c'était sur les projets. Là, il y a une question plus sur la politique. Et à quel niveau, en fait, les gouvernements, à travers que ce soit les règles de crédit, les règles foncières, comment obtenir la propriété des terres, etc. Est-ce que eux, les politiques dans ces pays-là, peuvent avoir une influence sur l'égalité des genres et la résolution de ces problèmes-là? Oui, c'est bien sûr, c'est les gouvernements qui doivent aussi planifier, qui doivent créer ou doivent euh, voter sur les politiques qui vont assurer et l'égalité. Si on prend par exemple l'exemple de Rwanda, et voyez que à Rwanda, il y a par la loi, il faut avoir 50% des femmes dans tous les instituts gouvernementaux et ils ont bien dépassé ça. Ils ont bien dépassé ça. Et si on regarde Rwanda comme exemple, OK, d'accord, ce n'est pas le pays le plus riche du monde, mais ils sont avec une très bonne croissance. Ils font beaucoup de pas et dans la bonne direction et ça se voit. Donc, si les autres pays regardent ça comme exemple et ils prennent les mêmes idées, OK, on sait très bien que c'est pas facile. Aujourd'hui, il n'y a que à peu près 22% des femmes dans les, et, dans les, et, des organisations gouvernementales et la représentation des femmes dans les organisations gouvernementales en moyen. Donc, ce n'est pas assez. Donc, je pense que ça, c'est très important. Imaginez aussi dans le village une fille, les filles, que s'il y a maintenant le visite du ministre de l'Agriculture, n'importe quel, qui vient, et les voitures, les visites, très important, hein, et Madame la ministre va sortir de sa voiture et imaginez toutes ces filles-là, elles vont voir ça, elles vont dire, moi aussi, un jour, je peux être ministre. Tout simple. C'est alors donc si c'est pour ça que c'est tellement important parce que c'est ça qui amène le changement dans le pensée des gens et dans le pensée de la future génération. Donc c'est oui, c'est le gouvernement euh, qui doit mener ce changement. D'accord. D'accord, d'accord. Et bah, pour compléter juste là, les deux premières questions, ce serait plus une question sur culturelle parce que Tammy, tu sais bien que il y a des barrières culturelles, des habitudes qui sont prises dans certains pays. Oui. Et donc, comment on peut à ce niveau-là, alors que c'est culturel, comment peut-on changer ça? Est-ce que c'est pas une barrière un peu trop haute, quoi? Et comment on peut influencer pour aller vers le meilleur? Oui, c'est une barrière. C'est une barrière, mais il faut travailler sur ça. Regardez, chacun et chacune des gens qui sont ici présents, regardez chez vous, regardez dans votre maison, regardez vos enfants, petits-enfants, et essayez d'abord d'appliquer un changement dans votre propre maison, dans votre propre entour. Ça, c'est dans nos mains. Ça, c'est possible.
Tout le monde peut faire ça. Maintenant, quand il s'agit des idées préexistantes, c'est très, très difficile. Mais je vais vous donner un exemple. Et je vais vous donner un exemple du sujet de et, euh, comment ça s'appelle en français, la mutilation génitale féminine. OK? Et alors, ça, c'est un sujet très douloureux, très, très problématique, et c'est enraciné dans certaines communautés, et les hommes et les femmes qui insistent que c'est quelque chose qui... Alors, est-ce que... OK, d'accord. Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est qu'il y avait un ONG qui travaillait sur... leur but n'était même pas ça. Leur but était la alphabétisation des femmes rurales. Donc, elle faisait les cours, elle envoyait les agents et les agentes et agentes de terrain pour l'alphabétisation des femmes. Mais une fois que les femmes étaient réunies ensemble dans les cours, et et le sujet était soulevé une fois, deux fois, et ils ont commencé à aborder ça. Et tout d'un coup, ils ont commencé à partager leur douleur, les problèmes qui sont liés à cette pratique que tout le monde, qui personne ne parlait pas. Comment ils ont réussi dans ces villages-là où ils faisaient des cours, comment ils ont réussi de combattre ça? C'est qu'ils ont engagé les hommes. Ils ont engagé l'imam du village. Et au fait, les hommes, ils regardaient ça, même pas comme quelque chose qui parvient de la religion, parce que finalement, ça ne vient pas réellement de la religion musulmane. C'est une pratique qui a commencé à être pratiquée on ne sait pas quand exactement, mais qui est devenu vraiment répandu. Alors, l'imam, une fois qu'ils avaient son soutien, c'était très facile. Tout le monde a parlé, tout le monde a discuté et ils ont décidé ensemble d'arrêter cette pratique dans leur village. Ils avaient des problèmes avec les villages parentés pendant un moment, mais ils ont fait la sensibilisation et petit à petit, toute la région a arrêté avec cette pratique. Ils ont décidé ça de eux-mêmes. Ça doit venir de l'intérieur. Mais la sensibilisation, ça peut venir vraiment de la communication et d'un processus sensible qui comprend qu'on ne peut pas faire les choses par force, mais il faut engager la coopération, chef de village, imam, le prêtre, l'église, l'école, les personnes dans la communauté qui ont l'influence. D'accord, d'accord. Bon, écoute, très intéressant. Peut-être une dernière question. On vient de poser la question, c'est Sheikh Loom qui pose la question sur les budgets. Est-ce qu'il y a des fonds qui sont dédiés à la problématique du genre ou pas? Est-ce que c'est des fonds importants ou pas encore assez? Si tu as un avis là-dessus. Je pense que certainement il y a. Et Cheikh, je te vois pas. Attends, je vais arrêter le share screen pour essayer de vous voir. Et attendez. OK. Alors, mon ami Cheikh Loum, Tu connais Cher? je le connais très bien. C'est Sama Harit. Alors, donc, oui. Alors, il y a les fonds et... Ah, ça va? Alors, il y a les fonds, mais c'est vrai que malheureusement, c'est quelque chose qui prend toujours le siège en arrière. Mais il y a, et s'il y a parfois les projets qui sont pour ça, UN Women, et il y a des différents agences qui sont prêts à financer des interventions qui met en avant cet objectif de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la communauté. Alors, Ok, bah merci Tammy. merci. Je crois qu'on va Et conclure, hein.
Voilà. Alors, merci à tout le monde. Et l'enregistrement de cette conférence sera mis sur notre chaîne YouTube. Donc, s'il y a les gens qui veulent le voir et le revoir ou le partager ou toute chose, alors c'est possible. Et voilà. Donc, merci. Merci beaucoup d'avoir été présente et de m'avoir écoutée. Et je suis touchée. Je vois qu'il y a énormément des alumni et des Shalomiens parmi nous. Et je vois qu'il y a Grégoire et je vois qu'il y a Oudé, je vois qu'il y a je vois qu'il y a Isabelle et qui d'autre? Je vois sur la et il y a Mamadou, il y a qui d'autre? Wow, il y a beaucoup, hein? Christelle et Jean-Charles, je vois Marie-Berthe. Alors donc, si vous voulez rester et causer un petit peu, alors la conférence est finie et moi je suis là, je suis disponible avec grand, grand plaisir. Ok, Tammy, ben, on te laisse reprendre contact. Merci à OK. tous.